Bonjour, c'est Bonjour. Soufiane, Madame Zineb. Oui, Très excusez-moi. bien. Je pense qu'il est 10h34. On a eu au total ouais, 360 inscrits au webinaire. Là, je vois une cinquantaine de personnes qui nous rejoignent. On a eu on a eu enfin, des courriers comme quoi les gens ils ont eu du mal À se à connecter? se connecter parce que bon, c'est Zoom et tout le monde ne maîtrise pas malheureusement Zoom. Mais je pense qu'il va y avoir du monde à fur et à mesure. Je pense on démarre le webinaire comme prévu. C'est 10h05. Alors, je rappelle une chose importante pour l'organisation du webinaire. Donc, moi, je suis Brahim Sildak, je suis le conseiller du président de la FIM. C'est moi qui va animer ce webinaire. Donc, il y a deux panélistes. Il y a M. Hamid Souri, le président de la FIM, à qui je vais donner le mot pour ouvrir le webinaire. Et puis, il y a deux panélistes, Mme Zineb Sbahi et M. Afrikan de l'ONE, qui vont présenter le programme d'investissement. Pour les questions, donc, il y a une fenêtre en bas, au milieu, pour les gens qui veulent poser leurs questions. Donc, ils peuvent nous les envoyer. On va reprendre, à la fin de la présentation, on va reprendre les questions pertinentes qu'on va poser à nos panélistes de l'ONE pour essayer d'apporter des éléments de réponse. Donc, je passe tout de suite la parole à M. Hamid Souri, président de la FIP. Donc voilà, c'est là que vous m'avez présenté. Je m'appelle Hamid Soué, je suis président de la Fédération des industries météorologiques, mécaniques et électromécaniques. Bienvenue à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier M. Hafidi, directeur général de l'ONE, d'avoir accepté de faire participer les responsables de l'ONE à ce webinaire. Ce webinaire fait partie d'une série de webinaires que nous allons organiser avec les différents donneurs d'ordre marocains, établissements publics et grands établissements privés, pour présenter à notre secteur, suite à la demande de nos adhérents et de nos membres. D'ailleurs, ça fait partie d'une série d'actions prévues dans notre plan d'action que nous avons mis en place. Donc, pour permettre à ces membres et aux non-membres d'avoir accès et avoir plus de visibilité concernant les projets d'investissement qui sont prévus par ces entreprises publiques pour qu'ils puissent se préparer au mieux. Donc, c'est le premier webinaire. Je vous souhaite de bons moments, de bonnes discussions. Et je tiens à reféliciter si Hafidi parce qu'il a toujours fait preuve durant sa carrière de la volonté de faire participer les entreprises marocaines dans les grands marchés. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame Sbahi, Monsieur Fakin. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. On est déjà à 70 personnes et il y a du monde qui rentre. Voilà, donc je laisse la parole à Madame Zineb Sbahi pour présenter l'ONE et pour présenter le plan d'investissement de l'ONE. Je rappelle que la présentation du plan d'investissement sera faite avec un focus de 5 ans sur les investissements de l'ONE d'ici 2026. Il n'y a qu'à Mme Sbahi, Oui, 26. exactement. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci à vous, merci à vous. Donc, je vous remercie d'abord pour l'intérêt que vous portez à l'Office et pour avoir une idée de son programme d'investissement. Je suis Zineb Sbahi, je suis responsable de la division programmation et suivi des investissements à l'échelle nationale, bien sûr, de la branche haut de l'Office. Et à mes côtés, M. Abdil Afrikan, qui est responsable du service rendement hydraulique et énergie de la direction du patrimoine. Donc, c'est tout ce qui est la gestion de l'outil industriel et on peut dire que c'est le miroir des directions régionales également par rapport vis-à-vis du national. Donc, sans plus tarder, notre présentation, c'est le programme, une petite présentation de l'Office, bien sûr, de ses réalisations, de ses missions, un petit rappel, mais aussi la présentation du programme d'investissement pour les 5 prochaines années.
Alors, j'essaye de… Voilà. Donc, nous allons commencer par une idée du contexte du secteur de l'eau pour passer aux missions de l'Office et ses réalisations avant de passer, bien sûr, au programme d'investissement pour les 5 prochaines années. Un secteur de l'eau, donc l'Office agit, les efforts consentis de l'Office se font dans un contexte hydraulique assez rude, assez spécial, puisqu'il y a une forte variabilité spatiale et interannuelle des ressources en eau à travers le territoire. Comme le montre le schéma ci-après, ci-contre, 50% des ressources des ressources en eau en général sont concentrées dans seulement 7% au nord du royaume, principalement dans les bassins de Sebou et Loukous. Nous connaissons aussi un problème d'une raréfaction accentuée et de la baisse des apports qui a été enregistrée durant ces dernières années, surtout les 4 dernières années qui ont connu une baisse de 50% au niveau des apports d'eau, et plus particulièrement cette année qui a connu une chute de 85%. Le secteur de l'eau connaît également un problème de surexploitation des nappes souterraines. Le PNE, le rapport du plan national de l'eau, fait ressortir un volume exploitable de 4 milliards de mètres cubes, mais malheureusement, il est actuellement en surexploitation. Le volume prélevé est de 5,1 milliards, donc les nappes souterraines sont en surexploitation. Il y a le problème également du gaspillage de l'eau qui est dû au faible rendement des installations d'eau. Quand je parle des installations d'eau, que ce soit les eaux d'irrigation, les eaux liées à l'agriculture ou les eaux liées aux ressources, plutôt à l'eau potable. Donc, par rapport à l'eau potable, nous avons presque 24% en moyenne de pertes au niveau des rendements, au niveau des conduites de distribution et presque un peu moins de 5% au niveau des adductions de production. Pour l'irrigation, je pense que c'est une moyenne de 30% généralement. Il y a aussi le problème d'envasement des barrages, donc qui impacte directement et qui réduisent le potentiel hydrique, bien sûr, de la disponibilité des ressources en eau, tout en sachant qu'il y a une forte dépendance aux ressources en eau superficielles, qui atteint presque les 70%. Un autre problème, c'est aussi le faible recours aux eaux non conventionnelles. Si on va voir le schéma, cette structure de production, si on prend à titre d'exemple la structure de production de l'Office pour 2021, on remarque que seulement 2,4% des eaux produites sont produites à partir des eaux non conventionnelles. Qui dit eau non conventionnelle, c'est le dessalement et la démineralisation. En contrepartie, en parallèle, nous avons une augmentation accrue des besoins en eau potable, bien sûr, qui est liée à l'accroissement démographique et au changement des habitudes des populations, mais aussi au développement socio-économique, industriel, touristique important que connaît le pays. Et donc, on se retrouve avec des coûts de développement qui sont bien sûr en forte croissance, puisqu'on a recours de plus en plus au dessalement, à la déminéralisation, au traitement spécifique, mais aussi à des points d'eau qui sont beaucoup plus éloignés des zones de consommation. Le schéma ci-contre fait ressortir, excusez-moi, fait ressortir un besoin de presque 2,5 milliards ou 2,6 milliards de millions de mètres cubes par an à l'horizon 2050. Ça, c'est les besoins en eau potable et industriels, soit 7 millions de mètres cubes par jour. Donc, l'Office, c'est l'ex-ONEP. La branche haut de l'Office, c'est l'ex-ONEP. Donc, elle a hérité de ses missions. À titre de rappel, elle a été créée en 1972 et c'est le planificateur de l'eau potable à l'échelle nationale, mais aussi le producteur national, le premier producteur national en eau potable. Donc, parmi ces missions, c'est la planification, comme j'ai dit, de l'approvisionnement en eau potable du Royaume et la programmation des investissements
en matière d'eau potable et d'assainissement liquide. L'assainissement liquide qu'il a récupéré par amendement de son derrière dans les années 2000. Donc, il s'occupe également de la réalisation des projets d'eau potable d'assainissement liquide et donc tout ce qui va avec la réalisation des projets. Mais il intervient également en tant que distributeur. Il a la casquette de distributeur pour le compte des communes qui le demandent. Donc, il gère la distribution d'eau potable et le service d'assainissement liquide. Et bien sûr, il assiste à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires et les études touchant le secteur de l'eau potable conjointement avec tous les intervenants. La stratégie de l'Office, conformément aux orientations gouvernementales, se fait sur la base est basée sur 4 axes stratégiques. Donc, le premier axe, c'est d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande en matière d'alimentation en eau potable dans les meilleures conditions de coût et de qualité de service, mais aussi pérenniser et sécuriser l'approvisionnement des populations par la diversification des sources d'alimentation. Le deuxième axe très important, c'est de maîtriser la demande et de lutter contre le gaspillage de l'eau, notamment par l'amélioration des performances de son outil industriel existant. Le troisième axe qui a été, disons, l'Office est devenu le premier intervenant, l'intervenant principal en matière d'accès à l'eau potable en milieu rural à partir des années 2004. Donc, ça vient après le programme PAGER qui a débuté en 1995. Et donc, il continue, bien sûr, dans la généralisation de l'accès à l'eau potable en milieu rural à travers, bien sûr, la réalisation des différents projets PRDTS et des projets ayant fait l'objet d'engagement de la part de l'Office avec l'État. À partir des années 2000, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Office a pris en charge l'assainissement liquide et depuis, il intervient activement dans ce domaine qui fait partie, bien sûr, de nos axes stratégiques. Les efforts consentis de l'Office ont permis la réalisation de plusieurs investissements, de plusieurs projets qu'on peut présenter comme suit. Donc, en matière de production et de transport d'eau, nous avons une capacité de production actuelle de 7 millions de mètres cubes par jour. Une capacité de production de 7 millions de mètres cubes par jour. Si on revient devant un besoin de presque 4 millions, donc ça c'est en millions de mètres cubes par an, 1,6 milliard, ce qui fait 3,8 millions de mètres cubes par jour. Donc, les installations, c'est-à-dire que les installations qu'on a actuellement, elles sont suffisantes pour assurer l'alimentation en eau potable, bien sûr, si disponibilité de la ressource en eau. Donc, ces 7 millions de mètres cubes par jour, c'est grâce à une batterie de 1800 puits et forages et de 94 stations de traitement, dont 9 stations de dessalement et 11 stations de déminéralisation. Cette capacité permet une production annuelle qui dépasse les 1,3 milliard de mètres cubes. Et l'eau donc, est acheminée grâce à un réseau de 14 500 km de conduites d'adduction et de transport, affichant un rendement de 95,3% à fin 2021. En matière de distribution d'eau potable, le patrimoine de l'Office est de 63 000 km de conduite de distribution qui affiche un rendement moyen de 75,2% et presque 76% au niveau des centres et des villes. Comme j'ai dit, l'Office intervient en tant que distributeur, donc il gère le service de l'assainissement, de l'eau potable au niveau de 762 villes et centres, 266 localités urbaines et 496 centres ruraux au profit de 2,5 millions d'abonnés. La gestion, la distribution de l'eau potable, bien sûr, et en parallèle avec, nous avons 3 types de gestion. Nous avons les concessionnaires privés, bien sûr, les 4 concessionnaires privés, la Lidec à Casa, la Reda, la Rabat, Salé,
et un indice Tanger, un indice Tétouan. Et nous avons 12 régies qui relèvent du ministère de l'Intérieur au niveau des grandes villes comme l'Arak, à Marrakech, à Kenitra, Oujda, Fès, Meknès, Agadir, etc. Ce slide fait ressortir les principales stations de dessalement existantes. Donc, nous avons 9 stations de dessalement affichant une capacité de plus de 230 000 mètres cubes par jour. La première étant celle de Boujbourg, qui a été réalisée en mise en service en 1977. Il y a la station de dessalement de l'Ayoun, il y a la station de dessalement de Hussima qui a été mise en service en 2020, l'année covidienne. Il y a la grande station de dessalement d'El Agadir qui a été réalisée en mode PPP et mutualisée avec le ministère de l'Agriculture, qui a été mise en service début 2022 pour une capacité de 150 000 mètres cubes par jour. Et tout dernièrement, la toute dernière, c'est la nouvelle station de dessalement de l'Ayoun pour un débit de 300 litres par seconde, soit 26 000 mètres cubes par jour. Les stations de dénumérisation sont en nombre de 11 et affichent une capacité de presque 102 000 mètres cubes par jour. Et donc, elles concernent les villes de Dakhla, Tantan, Zagora, Khribga et Khanefa en particulier. En matière d'eau potable rurale, donc comme il est affiché au niveau de ce graphe, le taux d'accès est de 98,8% à fin 2021. Le taux de branchement individuel est de 44% en milieu rural, je dis bien en milieu rural, et qu'il est en demande, bien sûr, il est en augmentation, en évolution permanente, bien sûr, à la demande de la population et des communes. La population bénéficiaire est de 12,9 millions d'habitants. À signaler que l'apport de l'Office à partir justement de l'année 2004 est de 41,2% au niveau de ces 98,2%. Le programme initial étant le PGER. En matière d'assainissement liquide, toutes ces réalisations ont été réalisées, comme vous pouvez le voir, à partir des années 2000. Donc, l'Office a pu réaliser 126 stations d'épuration d'une capacité de 471 400 mètres cubes par jour, une capacité d'épuration, et il intervient au niveau de 150 villes et centres au profit de 6 millions d'habitants, avec la condition, bien sûr, la condition pour intervenir dans la gestion de l'assainissement liquide et d'y intervenir initialement au niveau de la gestion de l'eau potable. Juste à titre d'illustration, durant les 4 dernières années, nous avons investi 17,6 milliards de dirhams en matière d'eau potable et d'assainissement liquide. Et si on prend les 10 dernières années, à partir de 2012, les investissements étaient de 40 milliards. Nous passons maintenant au programme d'investissement 2022-2026. Donc, c'est un plan d'équipement et un programme d'investissement qui découle bien sûr d'un processus de planification qui vise à assurer l'adéquation entre l'offre et la demande et la continuité du service public dans les meilleures conditions de qualité et de coût, et en adéquation bien sûr avec les stratégies sectorielles et les orientations gouvernementales, surtout en particulier le Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027, qui est la première tranche du PNE 2020-2050, et c'est un programme qui a été signé devant Sa Majesté. إلى سمحتي يا مدام سبائي. نعم. إلى سمحتي غير juste une intervention. Je rappelle à l'audience que vous pouvez toujours poser vos questions. On peut toujours interrompre Madame Zilm si jamais il y a des points qui ne sont pas clairs par rapport à la présentation. Donc là, il y a la fenêtre au milieu, en bas. Donc vous pouvez toujours poser vos questions. Je les transmettrai en direct à Madame Sbaï pour essayer d'apporter les éléments de réponse à fur et à mesure de l'évolution de sa présentation. Merci. Je vous laisse la parole à Madame. Merci à vous. Donc, comme je disais, donc l'objectif de ce programme,
En matière de projets de production et de transport, c'est d'assurer l'adéquation entre l'offre et la demande, comme je disais, des différentes localités du royaume en diversifiant les ressources en eau, en allant plus vers les zones non conventionnelles vu la conjoncture actuelle. Bien sûr, de poursuivre la génération de l'accès à l'eau potable en milieu rural, de contribuer à la préservation des ressources en eau et de lutter contre le gaspillage par les projets d'amélioration des performances, ce qui permettra également de retarder au maximum les investissements dans les projets de production qui sont beaucoup plus onéreux et également limiter l'accroissement de la consommation énergétique des installations. En matière d'assainissement liquide, le but étant d'assurer la continuité du service, bien sûr, au niveau des centres d'intervention de l'Office, qui sont en nombre de 150, de contribuer par conséquent à l'évitement des risques sanitaires et environnementaux, notamment sur les ressources en eau, et bien sûr d'accompagner tous les programmes de mise à niveau urbaine que connaissent les différentes régions du Royaume en respectant nos engagements. L'investissement qui est prévu pour les 5 prochaines années est de 30,8 milliards de dirhams pour la période 2022-2026. Comme nous sommes à la fin de l'année 2022, il y a une approche de 4 milliards qui est prévue être réalisée durant cette année. 14,9 pour la production et les transports, 14,9 milliards, 4 milliards, presque 4 milliards au profit de l'amélioration de performance, 4 milliards également pour l'assainissement liquide et le reste pour la généralisation de l'alimentation en eau potable au niveau rural. À votre demande, Sislek, nous avons réparti ces investissements par région pour une meilleure visibilité des investissements. Vous remarquerez que presque 12%, c'est plus lié à l'étendue de la superficie, mais aussi le gros des investissements est vers l'oriental et Grand Casablanca à cause des stations de dessalement qui sont très onéreuses et qui sont prévues durant les 5 prochaines années. Donc, ces investissements vont permettre un débit additionnel de 15,8 mètres cubes par seconde, dont 50% par dessalement. Ils vont permettre la pose de plus de 3000 km de conduites d'adduction et de distribution. Ils vont permettre d'afficher un rendement à la production de 96,4% et de 76% en termes de rendement à la distribution. Les investissements vont permettre également d'atteindre un taux d'accès de 99,3%. Les principaux projets, ici c'est une sélection, c'est un exemple des principaux grands projets qui sont prévus être engagés durant les 5 prochaines années. Nous avons le grand projet de Qala al-Attawiya à partir du canal Rocat. Il s'agit d'une station de traitement classique pour un débit de 400 litres par seconde et un linéaire de transport de 58 km. L'engagement de ce projet est prévu pour 2023 pour un coût de 288 millions de dirhams hors taxe. Un autre projet important, c'est le projet de Welmas Maaziz à partir du barrage Tiddes pour un débit de 150 litres par seconde et la pose d'un linéaire de 50 km de conduite d'adduction pour un coût de 170 millions de dirhams hors taxe. Le projet est prévu être engagé également en 2023. Est également prévu le projet de Taza de renforcement de l'alimentation en eau potable de Taza à partir du barrage Bablota pour un débit de 340 litres par seconde supplémentaire. Le linéaire est de 62 km et le coût affiché est de 375 millions de dirhams hors taxe. Ben Hamed El Gara aussi, il y a une station de traitement, c'est l'extension de la station de traitement de 90 litres par seconde pour un coût de 34 millions de dirhams. Il y a le grand projet de Sidi Qasim Sidi Slimane à partir du barrage Qudiyat Borna pour un débit de 400 litres par seconde, la pose de 47 linéaires de conduite, le coût affiché de 230 millions de dirhams. Ce projet est prévu être engagé entre 2024, fin 2024-2025. Il y a 2 stations de traitement, Esfelou et Bouhouda de la région de Taounet, qui sont prévues
être renforcée également pour un débit de 75 litres par seconde et de 80 litres par seconde respectivement. Ces 2 stations de traitement sont spécifiques à l'alimentation en eau potable rurale. Il y a également l'extension de la station sur le barrage Hassan II, Nidelt, pour un débit de 120 litres par seconde qui sera engagé en 2024. Il y a d'autres projets d'adduction qui sont sans traitement, c'est-à-dire le transport de transfert d'eau. Il y a le projet de Ain Oudar Mani à partir de la station de traitement pour Guérec pour un linéaire de presque 51 km. Et il y a le projet de transfert de toute la région de Knes, en fait, à partir du barrage d'Elis Premier. Comme vous le savez, le barrage, le grand projet de renforcement d'alimentation en eau potable de Fès Meknès à partir de Driss Premier vient d'être mis en service en 2022, dernièrement. Et donc, toute la région de Meknès va en profiter également. Donc, nous avons la région de Moulay Driss Zorboun pour 66 km à partir sur un piquage sur l'adduction de Driss Premier. Il y a aussi la région de Nzala pour un linéaire de 118 km. Et il y a les 118 km. Il y a aussi Drerga et Belfer, c'est la région du Sdous, qui sera alimentée à partir de la nouvelle station de dessalement qui a été mise en service. Et donc, il y a, ça c'est Drerga et Belfer, c'est les deuxièmes tranches, presque 84 km de conduite. Sont prévus également, bien sûr, des projets de dessalement, vu la conjoncture actuelle. La stratégie est d'aller plus vers les zones non conventionnelles, comme j'ai signalé. D'ailleurs, pour cette période, le débit équipé, presque 50% de ce débit équipé sera par dessalement. Donc, nous avons bien sûr la station de dessalement, la grande station de dessalement de Casablanca. Le projet de la station de dessalement est déjà engagé en mode PPP. Par contre, le transport, la conduite n'est pas encore engagé, qui affiche un linéaire de 76,5 km pour un coût d'1 milliard, de plus d'1 milliard, de presque 2 milliards en fait, d'1,8 milliard pour la première tranche. Donc, ce projet est prévu être engagé en 2023. Il y a le projet également de la prise d'eau de mer. On sait que la station de dessalement de Laayoune a été, comme j'ai signalé, elle a été mise en service en 2022, dernièrement, grâce au forage côtier qui l'alimente en eau brute. Mais il y a la prise d'eau de mer qui est prévue être lancée en 2023. C'est presque 2,2 km à l'intérieur de la mer, de l'océan, pour un débit d'eau brute de 2000 litres par seconde. Il y a la prochaine station de dessalement de Dakhla qui sera réalisée par le ministère de l'Agriculture avec une option ou avec une partie de plus de 19 000 mètres cubes par jour, soit 220 litres par seconde pour destiner à l'eau potable. Et donc, l'Office est concerné par la réalisation de la conduite, bien sûr, de transport de 130 km qui est estimé à 340 millions de dirhams hors taxes. Le projet est prévu être engagé également en 2023. Il y a la future station de dessalement de l'Oriental, de la région de l'Orient. Les études sont au stade préliminaire, mais nous avons une idée du débit qui est de presque 3200 litres par seconde. On sait que la station sera réalisée en mode PPP, la prise d'eau de mer et la station de dessalement seront réalisées en mode PPP. Et il y a presque 300 km qui sont estimés maintenant, comme j'ai dit, c'est des études préliminaires, 300 km de conduite pour un coût de presque 2,5 milliards de dirhams. Le projet sera engagé le plus rapidement possible dès la fin, bien sûr, des études 2024-2025.
Une autre station qui est prévue, c'était l'extension de la station d'examen de Tarfaya pour un débit de 15 litres par seconde, qui affiche un coût de 42 millions de dirhams. Son engagement est prévu pour 2025. Et il y a également les déminéralisations. Il y a la station de Smara, dont l'engagement est prévu pour 2023 pour un débit de 40 litres par seconde. 12 km également de conduite sont prévus être réalisés. Le coût est de 67 millions de dirhams. La déminéralisation de Kharibga, donc l'extension de déminéralisation de Kharibga pour un débit de 330 litres par seconde. Le coût est de 70 millions de dirhams hors taxe. Il y a aussi le renforcement de l'AEP de Merirs, mais aussi la déminéralisation pour un coût de 78 millions de dirhams et pour un débit de 70 litres par seconde. Il est prévu également de réaliser 12 km de conduite d'adduction. En matière d'amélioration des performances techniques, donc les actions qui sont engagées vont permettre l'amélioration des performances hydrauliques et énergétiques et qui sont prévues également. Donc, il y a la mise en place de la télégestion au niveau des systèmes adducteurs, il y a la réalisation de grands programmes de réhabilitation des adductions et des réseaux de distribution, il y a l'amélioration du comptage, du gros comptage hydraulique, l'introduction de nouvelles technologies pour la recherche des fuites et les systèmes de gestion du patrimoine, mais aussi l'amélioration des performances énergétiques par la réalisation des audits énergétiques et l'acquisition des groupes à haute performance. Nous citons ici à titre d'exemple quelques exemples de grands projets qui sont prévus pour les 5 prochaines années. Donc, pour la recherche de fuite avec engagement de résultats, qui est nouvellement utilisé. L'engagement de résultats. Donc, on compte lancer ces projets de recherche de fuite au niveau de 27 centres pour un coût global de 270 millions de dirhams. En ce qui concerne le comptage hydraulique, il est prévu l'acquisition des compteurs pour la dotation des adducteurs par tronçon de postes de comptage pour un coût global de 40 millions de dirhams. La mise en place des équipements d'acquisition et de transmission des données pour 190 postes de comptage pour l'adducteur pour le grec pour un coût de 5 millions de dirhams. Les nouvelles technologies, il y a la télédétection des fuites des adductions de Sefilel, Chivishawa, Rachidia, Ouarzazet, Bablota pour un coût de 37 millions de dirhams. Il y a aussi des projets prévus de recherche de fuite par robot et gaz traceur pour la validation des adductions pilotes qui est en cours. La télégestion et la télérelève, bien sûr, qui améliore également, y compris les rendements hydrauliques que la consommation énergétique. Donc, il est prévu la mise en place des systèmes d'automatisme et de télégestion des adductions de l'Ayoun, Tefilel, Zegoualatin, Khnifa pour un coût de 40 millions de dirhams. La réhabilitation des systèmes de télégestion Bourgreg, Tawrat, Bourdour, Smaran, Shlahmadi pour un coût de 50 millions de dirhams. Il y a la réhabilitation des installations, à titre d'exemple, les ouvrages de production des stations de traitement Bourgreg ou Mazza pour un coût de 215 millions de dirhams. Le dédoublement de la conduite de refoulement au niveau d'Agadir pour 150 millions de dirhams. Le confortement de la conduite d'adduction au niveau du port Tangemed pour un coût de 41 millions de dirhams. La réhabilitation de plusieurs stations de traitement dans celle de Berken, Tawrat, Khnifra, pour un coût de 160 millions de dirhams. L'énergie également par l'acquisition des groupes de pompage à haut rendement pour un coût de 20 millions de dirhams. L'installation des systèmes photovoltaïques pour le pompage d'eau pour un coût de 20 millions de dirhams également, mais aussi l'utilisation des différents systèmes d'information. Il y a le SIG, le système d'information géographique, donc sa généralisation graduelle à d'autres sites à l'échelle de l'Office. Il y a le GMAO qui est la gestion de la maintenance par ordinateur et sa mise en place et la mise en place du système d'information de la gestion du patrimoine intégré au système SAP utilisé au niveau de l'Office
pour un coût de 16 millions de dirhams. Donc, en matière d'assainissement liquide, les investissements de 4,2 milliards de dirhams vont permettre la réalisation de 56 stations supplémentaires pour une capacité de presque 105 000 mètres cubes par jour. À titre d'exemple, il y a la steppe de Tiznit, le projet de la steppe de Tiznit et le réseau, la steppe par lagunage aéré qui est prévu pour être engagé en 2023. Donc, la capacité additionnelle, d'épuration additionnelle est de 2500 mètres cubes par jour et le coût estimé à 70 millions de dirhams hors taxe. Oulet Teima, également par lagunage aéré pour un coût de 52 millions de dirhams et pour une capacité d'épuration annuelle de, quotidienne, mètres cubes par jour, de plus de 4700 mètres cubes par jour. En 2024, il est prévu engager le projet d'assainissement réseau et steppe de Derelga, la steppe par lagunage aéré, pour 2000 mètres cubes par jour. Le coût prévu du projet est de 75 millions de dirhams. En 2025, sont prévus les projets d'assainissement liquide, donc y compris réseau et steppe du Grand Nador, de Barchid et Qlat Srahna. Grand Nador par bout activé, Barchid lagunage aéré et Qlat Srahna par bactéries. Grand Nador, c'est quand même un débit important de 10 000 mètres cubes par jour. Et ça affiche un coût de 262 millions de dirhams, le projet, qui est prévu être engagé, comme j'ai dit, en 2025. Barchid, 131 millions de dirhams pour un débit épuré de 8 000 mètres cubes par jour, et Qlat Srahna pour un débit de 4 300 mètres cubes par jour et un coût de 113 millions de dirhams. Azoro également en 2026, Parly bactérien pour 37 millions de dirhams et qui va permettre d'ajouter un débit supplémentaire épuré de 2300 mètres cubes par jour. Tous ces steps sont des extensions. Voilà, j'espère que j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, merci beaucoup, Madame Sfaï. Merci beaucoup. Je reviens juste à la question du détail des projets d'investissement. Et on a eu cette discussion hier. Et j'ai compris que voilà, la direction achat de l'ONE publie annuellement le programme d'investissement détaillé de l'année. C'est ça. Si tu tout à peux fait. apporter des éclaircissements Tout par à rapport fait. Tout à fait. À l'arrêt du budget et vers le premier trimestre de chaque année, la direction de l'approvisionnement des marchés, donc la DAM, fait ressortir et publie le programme prévisionnel des achats. Donc, il est partagé au niveau du site. Et donc, il fait ressortir tous les projets prévus être engagés durant l'année. Et c'est beaucoup plus détaillé. Maintenant, justement, quand je donne ces exemples, quand je parle de la Tawiya, c'est le projet. Mais chaque projet, il a en moyenne 4-5 marchés avec. C'est le marché conduite, marché équipement, marché ligne électrique, marché génie civil, etc. Quand il y a un grand linéaire, les linéaires sont décomposés par tranche, etc. Mais aussi les mesures d'accompagnement qui vont avec. Il y a le contrôle technique, il y a l'assistance technique, donc il y a beaucoup de marchés qui sont beaucoup plus détaillés annuellement au niveau du programme prévisionnel des achats, qui accompagne le projet. Donné en exemple, bien sûr, ici j'ai donné les grands projets de stations de traitement. Bien sûr, il y a d'autres projets par ressources souterraines, il y a une multitude de petits projets, on appelle ça petits projets ou moyens projets. En termes de coûts, je précise, quand on dit petit, en termes de coûts qui sont inscrits annuellement au niveau du budget qui totalise presque une enveloppe de 300 millions de dirhams annuellement. Très bien, très bien. Donc, il y a une question qui revient à chaque fois par rapport au support de présentation. Donc, oui, on va partager avec vous le support de présentation de Madame Zine Sbaï et avec, bien sûr, la permission de Madame Zine, Bien sûr.
on va rediffuser la présentation sur les réseaux sociaux de la FIM, donc YouTube, LinkedIn, etc. Il y a que Madame Zine. مرحبا مرحبا. Très bien, très bien. Alors, je vais revenir. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées sur la fenêtre de chat. Donc, il y a peut-être quelques questions qui ne sont pas en relation avec le sujet. Là, je vais les poser. Après, c'est à vous de répondre ou de décliner la question. Ah. Alors, il y a une question, s'il vous plaît, comment calculer le taux d'accès au milieu rural? Je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris la question. Je ne sais pas par rapport à… On décline, on passe à la… C'est quoi la finalité déjà de cette question? Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelle est la finalité de comment le calcul? Nous avons des équipes spécialisées qui calculent le taux d'accès. D'accord. Ouais. Donc, la deuxième question, est-ce que vous pouvez m'expliquer le point de diversification des ressources en eau? Le point de diversification, c'est-à-dire des ressources en eau. Les ressources en eau, il y a un potentiel mobilisable. Les ressources en eau sont soit des ressources en eau superficielles et soit des ressources en eau souterraines. Il y a un potentiel mobilisable, près de 22 milliards de mètres cubes, 30 pour les ressources superficielles et 4 pour les ressources en eau, comme j'ai dit, souterraines. Mais on va vers la diversification. On veut maintenir les ressources en eau souterraines. C'est stratégique, on veut les maintenir, on veut les préserver. Donc, on va plus vers les ressources en eau superficielles. Mais par manque d'apport, comme on a pu le constater ces dernières années, on se dirige plus vers les eaux non conventionnelles, donc, qui sont une ressource en eau. Donc, on a plusieurs atouts. Le Maroc a plusieurs atouts. On a 3500 km de littoral. On a une forte littoralisation, justement, de l'urbanisation. Et on a capitalisé assez d'expérience, l'Office en tout cas, 45 années d'expérience en matière de dessalement. Donc, on va vers ça. En plus de ça, nous avons également l'OCP qui intervient au niveau, du dessalement. Donc, nous avons une compétence marocaine en matière de dessalement. Nous avons 3500 km de conduite et une forte littoralisation de l'urbanisation. Donc, l'idée est d'aller vers les ressources en eau non conventionnelles qui sont pérennes et on refouche les ressources souterraines et les ressources superficielles, c'est-à-dire les barrages. Bien. La prochaine question, est-ce que l'ONE investit au niveau de la recherche sur la partie des salons? Je ne sais pas. Il y a des formations qui sont… L'investissement recherche, il y a des formations qui sont réalisées, des séminaires, etc. Et il y a la direction, il y a l'Institut l'IEA, il y a l'Institut IEA qui s'occupe de tout ce qui est formation et tout ce qui est nouvelles technologies, recherche des nouvelles technologies. Il y a une direction de formation également à l'Office qui est en lien avec toutes les… qui consolide, disons, qui consolide toutes les nouvelles technologies et elles sont bien sûr ouvertes à tous, toutes les équipes qui sont intéressées, qui sont impliquées dans le dessalement, sans parler du travail quotidien dans le dessalement qui pousse les gens à s'améliorer en relation également avec les entreprises, etc. Il y a également la division veille technologique à DTI qui s'occupe de ça et dont le but est justement la recherche et la recherche surtout du dessalement, du mode de financement PPP. Donc, il y a une capitalisation de toute l'expérience de l'Office.
Très qui est bien. partagé, bien sûr, Oui. et qui est présenté, bien sûr, lors des séminaires, lors des formations qui sont programmées annuellement. Très bien. Une autre question, c'est Ahmed, pour la région de Gulmim, est-ce qu'il est prévu de réaliser une station de dessalement ou de déminéralisation à la plage blanche? La Plage question de blanche, Gulmim. ما نعرفش نقول لك واش plage blanche ou pas. ولكن il y a une station de dessalement qui est prévue au niveau de Gilmim. On ne l'a pas présentée parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas exactement comment elle sera réalisée. Est-ce que c'est l'agriculture qui la réalisera ou l'office? Mais en tout cas, le besoin est là et l'idée est là. Elle est en cours de discussion entre les différents intervenants. Donc, effectivement, il y a une nouvelle station de dessalement qui sera réalisée au niveau de la région de Guinée. Est-ce qu'elle sera séparée? Est-ce que l'agriculture bouhda ou l'eau potable bouhdo? Ou là, est-ce qu'elle sera mutualisée à l'instar d'Agadir? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, il y aura une station de dessalement. La station de dessalement de l'Oriental est située où exactement? C'est une question, voilà. On ne sait pas, c'est des études préliminaires. Les études préliminaires, ils vont arrêter le site. Il y a plusieurs sites qui sont arrêtés, il y a plusieurs variantes. Les études avancent et font leur chemin tranquillement. Alors, une autre question par rapport à la gestion de la demande, cette fois-ci, je crois. Est-ce qu'il y a des programmes d'investissement pour les domaines d'agriculture et des industries et de l'habitat pour une meilleure gestion efficace de l'eau? Je pense, est-ce qu'il y a des programmes d'investissement pour les domaines d'agriculture, de l'industrie et de l'habitat pour une meilleure gestion de l'eau? Je pense que la question est par rapport à la gestion de la demande. La gestion de la demande, Anna, je ne vais pas parler au nom de l'agriculture ou de l'habitat ou de l'industrie, on ne sait pas. Je ne suis pas au courant de ce qu'ils font. Mais ce que je sais, c'est que la gestion de la demande en eau, elle est discutée dans des cadres, dans des comités arrêtés, pilotés au niveau du ministère de l'eau ou le ministère hydraulique, avec tous les intervenants. Tous les intervenants, c'est nous, tous les intervenants du secteur. Donc, c'est l'Office, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est les agences de bassin, c'est le ministère de l'Intérieur, bien sûr, le ministère de Finances pour son côté, tout ce qui est lié au financement, et bien sûr l'Office, comme j'ai dit, en tant que planificateur de l'eau potable, je précise. Donc, la gestion de l'eau, elle est discutée dans le cadre de comités bien arrêtés, selon en respectant la loi 3615. Très bien, très bien. Alors, une autre question intéressante cette fois-ci par rapport à la préférence nationale. Est-ce que l'ONE a prévu ou a travaillé sur ce point-là pour avoir des fournisseurs marocains de rang 1 et de rang 2? Bon, malheureusement, il faudrait un représentant de la direction d'âme, mais en ce qu'on sait, c'est qu'il y a une préférence nationale au niveau de tout, au niveau de plusieurs marchés qui sont présentés justement dans le cadre de ce programme des achats qui est publié officiellement. Il y a la préférence nationale et elle est toujours de mise. D'accord, d'accord. Est-ce que, par rapport justement à cette question, est-ce que l'ONE a signé des partenariats avec des entreprises internationaux pour le développement sur la phase process, conception des stations de dessalement, des stations d'épuration? Est-ce qu'il y a déjà des partenariats ou des contrats signés avec des sociétés étrangères spécialisées en la matière? Partenariat signé avec des entreprises étrangères en matière de quoi? En termes de financement? En termes de développement de solutions techniques de dessalement. Je ne suis pas au courant de ça normalement. Il y a les partenariats, ce n'est pas des partenariats, c'est des contrats de financement avec les bailleurs de fonds.
pour le financement de plusieurs projets, euh, euh, mais de partenariats spécifiques avec des entreprises pour, euh, pour, pour la conception des stations de dessalement, etc. On n'est pas au courant de ça. Je ne pense pas. D'accord, très bien. Une dernière question. Oui. Votre question n'est pas très claire. Qu'est-ce que vous voulez dire par partenariat? Non, alors, avec la mobilisation des projets de dessalement et de réalisation de projets de dessalement, certainement l'ONE aura besoin de Donner. savoir-faire. Non, de savoir-faire en matière de dessalement. Et je me demande si l'ONE a des partenaires étrangers ou a des partenariats avec des spécialistes étrangers pour développer cette partie-là au Maroc. Je parle de la partie des salons. Savoir-faire, il ne faut pas négliger le savoir-faire de l'Office. Oui. Le savoir-faire de l'Office, on a une expérience quand même de 50 ans dans le domaine. Nos équipes sont bien dotées techniquement pour le suivi des stations de dessalement, des stations de traitement, de tout. D'ailleurs, Azama… La partie process et ingénierie sur les stations de dessalement. C'est l'ONE C'est l'ONE qui réalise les études, bien sûr. C'est des études qui sont contractées avec les bureaux d'études, les ingénieurs conseils, les lycées, les différentes études qui sont avec les bureaux d'études et qui sont réalisées conjointement. Ou et concernant au niveau de la réalisation, il y a les assistances techniques. Il y a toujours une assistance technique qui accompagne l'équipe de l'Office en la matière. Bien sûr, l'assistance technique, c'est le cahier de charge on demande des spécialistes en station de traitement, selon la demande. D'accord. Avec des préférences nationales. Les assistances techniques ont des préférences nationales, etc. Donc, les assistances techniques, c'est le tissu ingénierie marocain. Oui. Très bien, je pense que les questions ont arrivé à fin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le pipe. Il y a une question par rapport au partenariat public-privé. J'ai compris que certaines stations de dessalement vont être construites dans le cadre de partenariat public-privé, c'est ça? Ça dépend. D'abord, il y a une Casali qui est dans ce cadre. Agadir d'être dans ce cadre, PPP, ou qu'il la future l'orientale, c'est-à-dire dans ce cadre. D'accord. C'est des financements marocains ou là étrangers? Non, c'est ouvert, c'est à l'international. International. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas d'exigence par rapport à des bailleurs de fonds? Est-ce qu'il n'y a pas d'exigence de travailler avec des entreprises étrangères? Comme on a eu… Là, on est contre les financements liés. Là, on est contre les financements liés. Quand un bailleur de fonds demande une préférence de son pays, on refuse. On ne prend pas ce prix. On est contre les financements liés. Normalement, c'est ouvert. D'accord. Très bien. À la procédure au règlement des achats. D'accord. Très bien, je pense qu'on arrive à terme de cette présentation, de ce webinaire. Je remercie nos centaines de participants et on regrette que les autres n'ont pas pu nous rejoindre. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup qui ont eu du mal à se connecter à Zoom. On va essayer de trouver une autre solution la prochaine fois, Inch'Allah. Merci aux panélistes originaux, Madame Zim Sbaï, Monsieur Aferkan. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Et je rappelle que la présentation sera partagée avec les membres, avec les participants et tous les inscrits, et que la rediffusion de ce webinaire sera faite sur les réseaux sociaux de la FIM, notamment YouTube et LinkedIn. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. C'est Souari, vous êtes toujours là?
C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à tous. Lek, merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.